La fine croûte terrestre qui sépare les visiteurs de Yellowstone de l'enfer souterrain en ébullition est parfois faussement solide. Pour des millions de touristes, elle reste un simple fait intéressant dans une brochure. Pour Sarah Alfers et ses amis, cette caractéristique géologique a transformé une nuit d'été 2000 en un cauchemar dont les gardes forestiers parlent encore aujourd'hui. Yellowstone est plus qu'une simple réserve naturelle. C'est un royaume de contrastes, où les plaines enneigées voisinent avec des geysers en ébullition et les lacs tranquilles avec des marmites de boue bouillonnante. Ici, sous une mince croûte de terre, se trouve une immense caldeira volcanique, un géant endormi dont le souffle se fait sentir dans plus de 10 000 sources thermales disséminées dans tout le parc. Les sources d'eau chaude sont particulièrement dangereuses. Ce sont des étendues d'eau d'une beauté trompeuse, dont l'eau cristalline peut atteindre une température de 93 degrés Celsius. Leur teinte turquoise, orange et jaune brillante attire l'œil, mais cache des dangers mortels. Depuis 1872, ces chaudrons naturels ont fait plus de 20 victimes, soit 2 fois plus que les attaques d'ours et de bisons réunis. Le mois d'août 2000 a été un été de chaleur estivale à Yellowstone. Le jour, le soleil éclairait les prairies et les vallées, tandis que la nuit, la température tombait à un confortable 5 degrés. Des millions de touristes ont afflué à Yellowstone pour le visiter. Des millions de touristes affluent dans le parc pour voir le célèbre geyser Old Slujaka ou le majestueux Grand Prismatic Spring. Mais il y avait aussi ceux qui connaissaient le parc d'un point de vue différent. Les employés saisonniers pour qui Yellowstone est devenu la maison et le lieu de travail pour l'été. Pour les jeunes employés du parc, cet été ressemblait à la réalisation du rêve américain. Travailler dans un paradis naturel, se faire de nouveaux amis et faire la fête après leur travail. Les rares week-ends, ils ont exploré des coins du parc inaccessibles aux touristes ordinaires. Mais lorsque la nuit a enveloppé l'une de ces expéditions d'une obscurité impénétrable, la frontière entre l'aventure et le piège mortel était plus mince que la croûte terrestre au-dessus des sources bouillonnantes de Yellowstone. Sarah Alfers, une étudiante de 20 ans originaire d'Auroville, se distingue parmi les travailleurs saisonniers de Yellowstone par son sourire éclatant et son enthousiasme inébranlable. Étudiante en 3e année de biologie à l'université Western Washington, elle a vu dans le travail à Yellowstone une occasion de mettre en pratique ce qu'elle apprenait en théorie. Elle faisait en sorte que tout le monde se sente spécial, dit d'elle son amie Juvia Storm, avec qui elles ont travaillé ensemble dans la salle à manger de l'Old Faithful Inn. Pendant son temps libre, Sarah se promenait souvent avec un carnet de croquis, dessinant des plantes et prenant des notes sur la faune et la flore. Lance Bucci était tout le contraire de Sarah. Un garçon tranquille de Holiday dans l'Utah, fraîchement sorti du lycée, il travaillait comme concierge à l'Old Faithful Inn. Petit et maussade, Lance semblait plongé dans ses pensées, mais ceux qui le connaissaient intimement notaient sa fiabilité. Il est venu à Yellowstone pour gagner de l'argent avant d'aller à l'université. Tyler Montag, également âgé de 18 ans mais originaire de Salt Lake City, travaillait dans la cuisine de l'Old Faithful Lodge, située à proximité. Grand, avec un demi-sourire perpétuel sur son visage bronzé, il initie souvent des sorties en camping. Contrairement au réservé Lance, Tyler avait le don de transformer une soirée ordinaire en aventure. Malgré leurs personnalités différentes, au milieu de l'été, ils sont considérés comme un trio inséparable. Ils vivaient dans des dortoirs modestes avec des salles de bain et des cuisines communes. Leur routine quotidienne était monotone. Sarah travaillait au réfectoire, Lance nettoyait les chambres et Tyler commençait souvent la journée dans la cuisine à 5 heures du matin. Mais la vraie vie commence après le travail. Lors des chaudes soirées d'été, les employés se réunissaient sur les terrasses où l'on entendait des guitares et des rires. Une tradition non officielle consistait à se baigner dans les eaux chaudes de la rivière Firehole, un endroit connu surtout des employés du parc. Le 21 août 2000 fut une journée particulièrement chaude. Après le déjeuner, Tyler propose une excursion à la rivière Firehole. « Nous n'avons plus qu'un mois de saison, nous avons besoin de temps pour en profiter », insiste-t-il, debout dans la salle à manger. L'idée fait rapidement son chemin et, à 16 heures, le groupe de 8 personnes est déjà monté dans 2 voitures. Les 27 km de la route panoramique menant à la rivière durent environ 40 minutes. Sarah, assise à côté de Lance, rêvait de montrer un jour ces lieux à ses parents. Le lieu de baignade se trouvait à Lower Geyser Basin, à l'écart des sentiers de randonnée. Ici, la rivière Firehole devenait étonnamment chaude, 23 degrés C, grâce au ruissellement des sources thermales. La journée a filé à toute allure.
Ils ont nagé, organisé un concours de plongeon et fait griller des saucisses sur le feu de camp. Sarah a parlé de son projet de devenir exploratrice, Tyler a raconté des histoires d'école et même le silencieux Lance s'est animé. Personne n'a remarqué que le soleil commençait à glisser vers l'horizon. Il est temps de rentrer, grommelle l'un des plus âgés vers 22 heures. La nuit tombait rapidement sur le parc. Bien que tout le monde connaisse les dangers du ski nocturne dans l'arrière-pays, personne n'avait apporté de torche. L'excursion avait été prévue pour être de courte durée. Le groupe se sépare. 5 d'entre eux sont partis devant, tandis que Sarah, Lance et Tyler sont restés derrière pour faire leur bagage. Lorsqu'ils suivirent enfin, le crépuscule était déjà tombé dans l'obscurité. Ils marchèrent tranquillement le long du rivage. Il n'y avait pas de panneaux indicateurs ni de sentiers dans Lower Geyser Basin, juste une plaine ouverte avec des arbustes clairsemés et un sol minéral d'une dureté trompeuse. Tyler marchait devant, essayant de distinguer les silhouettes du reste du groupe. Sarah restait au milieu, se retournant de temps en temps vers Lance. Soudain, Tyler ralentit le pas, attentif à la présence d'un obstacle. Dans la faible lumière des étoiles, tous trois discernèrent une fine bande d'eau qui traversait leur chemin. En temps normal, ils l'auraient simplement contournée, mais la fatigue et l'obscurité atténuaient leur vigilance. Le ruisseau semble étroit, pas plus d'un demi-mètre de large. Sarah propose la solution la plus simple, franchir l'obstacle. Tyler est immédiatement d'accord. Lance, toujours plus prudent, hésite un instant puis se plie à la décision de la majorité. Ils se placent côte à côte et se préparent à franchir l'obstacle d'un seul bond synchronisé. Ce qu'ils prirent pour un ruisseau était en fait le bord de la source Caverne, une source d'eau chaude profonde d'une température de 79 degrés. La végétation camouflait ses limites, créant l'illusion d'un sol solide. Sur l'ordre de Tyler, ils se détachèrent simultanément du sol. Leurs pieds atterrirent sur une croûte fragile de dépôts minéraux, qui s'effondra immédiatement sous leur poids. En un instant, ils se retrouvèrent tous les trois dans l'eau bouillante, Sarah complètement immergée, Lance et Tyler jusqu'au cou. Le silence de la nuit est rompu par leurs cris désespérés. Aucun d'entre eux n'a réalisé que ce saut au-dessus de ce qui semblait être un ruisseau ordinaire se révélerait être un saut dans l'abîme, un instant qui changerait à jamais la trajectoire de leur destin et constituerait un test cruel des capacités humaines. Le premier cri, perçant et inhumain, transperce le silence nocturne du parc de Yellowstone. Il est suivi de 2 autres, tout aussi désespérés et empreints d'une douleur insupportable. Les 5 hommes qui étaient partis en avant se sont retournés au son, horrifiés par la réalisation que le désastre avait frappé. L'eau de Cavern Spring est assez chaude pour faire bouillir un œuf en quelques secondes. Mais pour Sarah, Lance et Tyler, c'est comme si tout se passait au ralenti. Le choc initial de l'immersion a été remplacé par une douleur brûlante lorsque l'eau bouillante a pénétré instantanément à travers leurs vêtements jusqu'à leur peau. Dans une tentative désespérée pour sortir, Lance et Tyler s'accrochent au bord de la source qui ne cesse de se briser sous leurs mains. Sarah, qui se trouvait dans la partie la plus profonde de la source, à environ 3 mètres de profondeur, a été complètement submergée par l'eau. Lorsqu'elle est remontée à la surface, elle a poussé un cri déchirant. L'eau bouillante lui a brûlé les yeux et a pénétré dans ses voies respiratoires, l'empêchant de respirer. Sa peau, exposée directement à des températures 2 fois supérieures au point d'ébullition, subissait des brûlures au 3e degré à chaque seconde passée dans la source. Lance, dont les pieds ont touché le fond de la partie peu profonde de la source, tente de sortir en s'appuyant sur le bord libre. Il y parvient presque, mais une autre partie de la croûte minérale s'effondre et il retombe dans l'eau bouillante, cette fois jusqu'à la poitrine. Tyler, le plus grand des 3, réussit à s'agripper à une partie plus solide de la berge. Son corps, immergé jusqu'au cou, est en proie à une douleur écrasante, mais il continue d'essayer de sortir tout en poussant Sarah vers le bord de la source. Les 5 autres membres du groupe, entendant les cris, reviennent précipitamment. Dans l'obscurité, ils ont du mal à distinguer ce qui se passe, mais les bruits terrifiants laissent présager un désastre. Arrivés sur les lieux du drame, ils découvrent le spectacle cauchemardesque de leurs amis se débattant dans un nuage de vapeur s'élevant de la source. Les premiers instants de panique font place à une activité fébrile. Les 2 plus costauds s'allongent sur le ventre, répartissant leur poids et tendent les bras vers Tyler, le plus proche du bord. L'attrapant par les épaules, ils commencèrent à le tirer lentement vers le haut. Chaque mouvement était accompagné de cris de douleur, la peau abîmée se détachant sous leurs mains. Tyler, une fois en terrain sûr, a immédiatement indiqué que Sarah perdait ses forces dans la partie la plus profonde de la source.
Les sauveteurs forment une chaîne vivante, s'étirant le long de la berge pour atteindre la jeune fille tout en évitant les zones dangereuses. Lorsqu'ils ont réussi à la sortir de l'eau, elle était à peine consciente. Lance, qui a tenté de sortir seul, est retombé dans l'eau bouillante. 2 sauveteurs, au péril de leur vie, sont entrés dans l'eau jusqu'aux chevilles, subissant des brûlures quasi instantanées, mais ont réussi à le sortir de l'eau. Les 3 personnes descendant étaient allongées sur le sol autour de la source. Les sauveteurs enlèvent rapidement mais avec précaution leurs vêtements mouillés. À la faible lumière des étoiles, ils constatent que leur peau est cireuse, signe certain de brûlures profondes. Le transport vers les voitures devient un véritable calvaire. Sarah, inconsciente, est transportée sur un brancard improvisé à partir de sa veste. Lance et Tyler tentent de marcher seuls en s'appuyant sur les épaules de leurs amis. Après avoir parcouru 1,5 km jusqu'au parking, le groupe a chargé les blessés dans les voitures. Le trajet jusqu'à la clinique a duré environ 40 minutes. Pendant ce temps, l'état des 3 blessés s'est détérioré. Tyler est en état de choc, sa peau est couverte d'ampoules de la taille de son poing. Lance s'évanouissait périodiquement sous l'effet de la douleur. Sarah ne reprenait pas conscience et sa respiration devenait de plus en plus difficile. À la clinique Old Faithful, un petit centre médical doté d'un équipement de base, ils sont accueillis par les médecins de garde. Compte tenu de la gravité de leurs blessures, ils ont immédiatement appelé un hélicoptère pour les évacuer. En attendant l'arrivée de l'appareil, ils ont administré des analgésiques, posé des gouttes de sérum physiologique pour lutter contre la déshydratation et appliqué des pansements stériles sur les zones de brûlure les plus graves. L'hélicoptère de sauvetage est arrivé vers 1h du matin. Les pilotes, habitués aux appels d'urgence, ont été stupéfaits par la gravité des blessures. Les 3 victimes ont été embarquées dans l'hélicoptère médical et transportées jusqu'à l'aéroport de West Yellowstone. De là, un avion médicalisé spécialisé les a transportées au centre des brûlés de l'université de l'Utah à Salt Lake City, où elles sont arrivées vers 3h du matin le 22 août. Le centre des brûlés de l'université de l'Utah, l'un des meilleurs du pays, se préparait à recevoir des patients avec le plus grand soin. Il est rare qu'ils aient eu à secourir en même temps 3 patients souffrant de brûlures aussi étendues. Le personnel médical a travaillé comme un seul organisme. Les salles d'opération ont été préparées, la peau des donneurs a été décongelée, les meilleurs spécialistes ont été appelés. Après avoir examiné les victimes, les médecins ont été confrontés à des statistiques terrifiantes. Sarah était brûlée au 3e degré sur 100% de son corps. Lance et Tyler étaient brûlés au 2e et au 3e degré sur 90 et 97% de leur corps, respectivement. Sur une échelle de probabilité de survie, leur chance de survie était inférieure à 10%. Sarah, dont l'état était le plus critique, a été immédiatement branchée à un respirateur. Les brûlures de ses voies respiratoires avaient provoqué un œdème qui menaçait de les obstruer. Sa peau s'est presque entièrement détachée, exposant les terminaisons nerveuses et les capillaires, ce qui a entraîné une perte critique de liquide et d'électrolytes. Les médecins ont lutté pour sa vie, lui administrant d'énormes doses d'antibiotiques pour prévenir l'infection qui, avec des dommages aussi importants, pouvait se développer à une vitesse fulgurante. Lance et Tyler ont été placés dans un coma artificiel afin de réduire le choc de la douleur et la charge métabolique de leur corps. Ils ont été reliés à des systèmes de maintien en vie avec des moniteurs surveillant chaque changement de leur état. Une équipe de chirurgiens plasticiens a commencé les premiers soins de la plaie en retirant les tissus morts et en préparant une éventuelle greffe de peau. Tout au long de la journée, l'état de Sarah a continué à se détériorer. Malgré tous les efforts des médecins, son corps, qui a subi des dommages irréparables, refuse de lutter. Ses organes internes, brûlés par les hautes températures qui pénètrent dans sa peau, commencent à lâcher l'un après l'autre. Le 22 août à 15h, son cœur s'est arrêté. Les tentatives de réanimation sont restées vaines. À 17h, 14 heures après son arrivée à l'hôpital, Sarah Alfers est officiellement déclarée morte. Pour la famille Alfers, la nouvelle de la mort de leur fille a fait l'effet d'un coup de tonnerre. La dernière chose qu'ils ont entendue de Sarah était une lettre enthousiaste relatant une merveilleuse expérience estivale à Yellowstone. Dan Alfers, le père de Sarah, a reçu l'appel de l'administration du parc tôt ce matin-là et s'est immédiatement envolé pour Salt Lake City, mais n'a pas pu retrouver sa fille vivante. Pendant ce temps, Lance et Tyler continuaient à lutter pour la vie dans l'unité de soins intensifs. Leur pronostic reste extrêmement défavorable. Le docteur Jeffrey Safle, chirurgien en chef du centre des Grands Brûlés,
a déclaré dans un bref commentaire à la presse que les jeunes hommes n'avaient pas plus de 30 à 40% de chances de survie. Le personnel du Old Faithful Inn and Lodge, où travaillaient Sarah, Lance et Tyler, a appris l'incident dans la matinée du 22 août. La nouvelle s'est répandue instantanément, provoquant choc et incrédulité. Beaucoup n'arrivaient pas à croire qu'une sortie amusante au bord de la rivière ait pu se terminer par une telle tragédie. Le soir, lorsque la nouvelle de la mort de Sarah est tombée, le silence s'est installé dans les dortoirs. Les sit-ins joyeux avec des guitares ont été remplacés par des conversations calmes sur la fragilité de la vie humaine face aux éléments naturels. Les gardes du parc ont donné un briefing d'urgence à tous les employés, leur rappelant les règles de sécurité, en particulier la nuit et dans les zones d'activité géothermique. Mais ces mots semblaient être tardifs. 3 jeunes hommes ont payé un prix terrible pour leur simple ignorance du paysage et l'absence de torches lors d'une promenade nocturne. Alors que la famille de Sarah Alfers se préparait à ses funérailles, Lance et Tyler poursuivaient leur combat pour la vie au centre des brûlés de l'université de l'Utah. Chaque nouveau jour est considéré comme un petit miracle par les médecins. Les statistiques étaient effrayantes. Les patients brûlés sur plus de 80% de leur corps survivent rarement. Pour Lance et Tyler, ce chiffre s'élevait à plus de 90%. Leur traitement a été un processus difficile et angoissant. Ils ont passé plusieurs semaines dans un coma artificiel, relié à des machines de maintien en vie. Leurs corps, couverts de graves brûlures, ont nécessité une attention constante. Les infirmières changeaient les bandages toutes les quelques heures, traitaient leurs plaies avec des solutions antibactériennes et surveillaient les moindres signes d'infection, une menace majeure pour les patients souffrant de brûlures étendues. Les interventions chirurgicales se succèdent. Les chirurgiens retirent les tissus morts en essayant de préserver le plus possible la peau saine. Mais avec des blessures aussi étendues, c'était presque impossible. L'étape suivante a été la greffe de peau. Toutes les méthodes disponibles ont été utilisées pour couvrir les plaies. La peau des patients provenant des quelques zones intactes, la peau de donneurs et les substituts de peau artificielle. Début septembre, Lance et Tyler ont commencé à reprendre conscience. Les premiers jours après le coma ont été marqués par la douleur et la désorientation. Ils n'avaient aucun souvenir des derniers événements avant la tragédie, mais les sensations physiques sont revenues avec une clarté impitoyable. Les chirurgiens plasticiens ont prévenu que le rétablissement prendrait des mois, voire des années. À la fin de l'automne, l'état des 2 patients s'était suffisamment amélioré pour qu'ils soient transférés de l'unité de soins intensifs à un service ordinaire. Lance a appris à manger seul, bien que ses mains cicatrisées soient à peine capables de le faire. Tyler a fait ses premiers pas avec un déambulateur. Leur visage, relativement moins abîmés parce que leur tête était hors de l'eau, avait néanmoins changé au point d'être méconnaissables, les cicatrices et la peau tendue déformant leurs traits autrefois juvéniles. Aux difficultés physiques s'ajoutent des difficultés psychologiques. Les 2 jeunes hommes souffrent de stress post-traumatique, de cauchemars et d'attaques de panique. L'annonce de la mort de Sarah a été un coup dur pour eux. Elle a été particulièrement douloureuse pour Tyler, qui s'est souvent reproché d'avoir suggéré qu'ils se rendent à la rivière Firehall ce jour fatidique. Liz Montag, la mère de Tyler, a souligné l'attitude remarquable de son fils face à l'incident lors d'une rare interview. Il est déterminé à tourner la page et à poursuivre sa vie. Ce genre de courage à un si jeune âge est incroyable. Tyler a refusé d'intenter une action en justice contre le service des parcs nationaux, estimant que la responsabilité de ce qui s'est passé lui incombe. La famille de Lance Bucci a choisi une autre voie. À la fin de l'année 2000, lorsqu'il est devenu évident que les frais médicaux dépasseraient le $1 million, ils ont commencé à discuter de la possibilité d'intenter une action en justice. Contrairement à Tyler, Lance n'a fait aucune déclaration publique sur son attitude face à la tragédie, se concentrant sur son rétablissement physique. En décembre 2000, les 2 patients sont sortis du centre des Grands Brûlés. Un long chemin de réadaptation les attend. Physiothérapie, exercices pour restaurer la mobilité, aide psychologique. Mais la principale épreuve qu'ils ont passée a été de survivre contre toute attente. Les funérailles de Sarah Alfers ont eu lieu le 29 août 2000 dans sa ville natale d'Oroville, dans l'État de Washington. Plus de 300 personnes sont venues dire au revoir à celles qui rêvaient de devenir biologistes et d'étudier la faune et la flore. Parmi les fleurs et les photos d'une Sarah souriante, une photo prise à Yellowstone a retenu l'attention. Sarah debout devant un geyser, heureuse et pleine de vie.
Ses professeurs se souviennent d'elle comme d'une élève brillante qui a reçu des bourses pour son excellence académique. Ses amis ont parlé de son rire contagieux et de son goût pour l'aventure. Son amie Juvia Storm, qui travaillait avec Sarah à l'Old Faithful Inn, l'a cité peu avant la tragédie « Si je pars, dites-leur que j'ai eu une vie merveilleuse, sans regret ». Ces mots sont devenus la devise d'une nouvelle fondation créée par la famille Alfers pour soutenir les étudiants en biologie de l'université Western Washington. À Yellowstone, le souvenir de la tragédie a été entretenu par des conversations discrètes entre les membres du personnel. Aucun événement commémoratif officiel n'a été organisé dans le parc, conformément à la politique du service des parcs nationaux qui consiste à minimiser les interférences avec l'environnement naturel. Mais une nouvelle tradition s'est instaurée parmi les employés d'Old Faithful, celle d'utiliser des torches même pour de courtes promenades après le coucher du soleil, en hommage tacite à la mémoire de Sarah. Le 12 juin 2001, la situation a pris une tournure juridique. Les parents de Lance Bucci ont intenté une action en justice contre le ministère de l'Intérieur et le service des parcs nationaux. Ils demandent une indemnisation au titre du Federal Tort Claims Act pour couvrir les énormes frais médicaux et une compensation pour les souffrances physiques et psychologiques de leur fils. Le principal argument des plaignants était l'absence de panneaux d'avertissement et de clôture dans la zone de Cavern Spring. Ils affirment que le gouvernement a fait preuve de négligence en n'avertissant pas correctement des dangers de la source thermale et en ne prenant pas les mesures nécessaires pour prévenir des incidents similaires. Le service des parcs nationaux a présenté des arguments contraires. Ses représentants ont souligné que l'incident s'était produit dans une zone d'arrière-pays où l'installation de panneaux était contraire à la politique de préservation de la faune et de la flore dans leur état naturel. De plus, les victimes étaient des employés du parc qui avaient reçu une formation en matière de sécurité, y compris des avertissements sur les dangers des zones géothermiques. Le juge William Downs, qui a instruit l'affaire, s'est personnellement rendu sur les lieux de la tragédie pour se faire une idée complète des circonstances. Il a inspecté Cavern Spring pendant la journée et la soirée, évaluant la visibilité de la source et la capacité à reconnaître le danger. Le 6 février 2004, après près de 3 ans de bataille juridique, le juge Downs a tranché en faveur du service des parcs nationaux, rejetant l'action en justice de la famille Bucci. Dans sa décision, il a cité le précédent du parc national de Zion et a souligné que la politique du service des parcs en matière de conservation et d'interférence minimale avec les zones de l'arrière-pays avait un fondement légitime. Le juge a noté que l'installation de panneaux d'avertissement sur chacun des milliers de sites géothermiques n'était pas seulement irréalisable, mais qu'elle aurait compromis l'esthétique et l'intégrité naturelle du parc. En 2003, Lance Bucci et Tyler Montag avaient parcouru un long chemin vers la guérison. Physiquement, ils n'ont plus jamais été les mêmes. Leurs corps portent à jamais les marques de cette nuit fatidique. Des cicatrices étendues couvrent une grande partie de leur corps, limitant leur mobilité et leur rappelant constamment ce qu'ils ont vécu. Tous deux ont dû subir plusieurs opérations de chirurgie plastique pour redonner un minimum de fonctionnalité à des articulations comprimées par le tissu cicatriciel. Tyler, faisant preuve d'un courage étonnant, a pu reprendre une vie relativement active. Selon sa mère, il s'est mis au vélo, à la randonnée et est même allé à l'université. Son histoire est devenue un exemple de l'incroyable résilience de l'esprit humain. Dans de rares interviews, il a souligné qu'il ne blâmait pas le parc ou les circonstances, mais seulement sa propre décision de s'aventurer dans l'arrière-pays sans entraînement adéquat. Lance, qui a choisi une voie plus privée, a évité la publicité. Depuis la fin du procès, peu d'informations sur sa vie sont parues dans les médias. Tout ce que l'on sait, c'est que son rétablissement s'est poursuivi et que les procédures médicales sont devenues partie intégrante de sa nouvelle réalité. L'incident du 21 août 2000 est l'un des 22 décès associés aux sources thermales de Yellowstone depuis la création du parc en 1872. Il est remarquable non seulement pour sa tragédie, mais aussi parce que c'était la première fois que 3 personnes souffraient de brûlures graves en même temps, toutes étant des employés du parc et non des touristes. Le service des parcs nationaux n'a pas modifié de manière significative les règles de sécurité depuis cet incident. La zone de l'arrière-pays, y compris la zone de Cavern Spring, est restée dépourvue de panneaux ou de clôtures, conformément à la philosophie de préservation de la nature sauvage dans son état originel. Le seul changement a consisté en un briefing renforcé pour le personnel saisonnier, avec des explications plus détaillées sur les dangers des zones géothermiques la nuit.
La tragédie de Sarah, Lance et Tyler soulève une question difficile pour la société quant à l'équilibre entre l'accessibilité des zones sauvages et la sécurité des visiteurs. Les parcs nationaux doivent-ils devenir des zones soigneusement balisées et clôturées, perdant ainsi leur caractère vierge ? Ou bien la responsabilité doit-elle incomber à ceux qui choisissent d'aller au-delà des sentiers établis ? Chaque camp a ses propres arguments, mais une chose reste constante. La nature de Yellowstone, belle et dangereuse à la fois, continue d'attirer des millions de visiteurs chaque année. Et l'histoire de Sarah Alfers, Lance Bucci et Tyler Montag nous rappelle que même un instant d'inattention peut avoir des conséquences tragiques. À l'université Western Washington, la bourse commémorative Sarah Alfers aide chaque année des étudiants en biologie à poursuivre les rêves qu'elle n'a jamais eu la chance de réaliser. Sa courte vie, interrompue à l'âge de 20 ans, nous rappelle la fragilité de l'existence humaine face aux éléments et que même les endroits les plus magiques de la planète requièrent respect et prudence. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez de l'or. Titso, n'oubliez pas de nous soutenir en nous aimant et en vous abonnant à la chaîne afin de ne pas manquer de nouvelles vidéos passionnantes. Prenez soin de vous et rendez-vous dans les prochains épisodes.